Bienvenue à nouveau. Nous sommes rejoints aujourd'hui par le professeur Jeffrey Sachs pour discuter de la guerre lancée en Iran. Nous voyons que CNN a rapporté qu'un accord était à portée de main, puis, quelques heures plus tard, Israël et les États-Unis ont attaqué l'Iran. Des attaques auraient été menées à travers tout le pays, et l'Iran riposte maintenant de manière très importante, frappant des bases militaires américaines et des cibles dans toute la région. Nous voyons des attaques au Bahreïn, au Qatar, au Koweït, aux Émirats arabes unis, en Jordanie, en Irak, peut-être en Arabie saoudite, et bien sûr dans plusieurs villes d'Israël. Je me demandais comment vous interprétez la situation. Quels sont les objectifs des États-Unis? Et comment expliquez-vous, je dirais, la réaction vigoureuse des Iraniens? Eh bien, l'objectif est clair. Il s'agit d'un changement de régime. C'est un rêve israélien depuis 30 ans. Israël a provoqué des guerres à travers le Moyen-Orient en utilisant les États-Unis et en s'appuyant sur son contrôle effectif de Washington, qu'il détient pour diverses raisons, dans des conflits allant de la Libye, du Soudan, de la Somalie, de Gaza, de la Cisjordanie, du Liban, de la Syrie, de l'Irak et du Yémen. Et l'Iran a toujours été le grand prix. Il s'agit donc d'un plan israélien à long terme. Le plan vise à établir une hégémonie militaire israélienne dans la région, soutenue par les États-Unis. L'objectif fondamental est la domination israélienne grâce à son arsenal nucléaire et au soutien américain, la suppression du monde arabe et, en pratique, l'expulsion de la Russie et de la Chine de la région. C'est donc une manœuvre géopolitique. C'est bien sûr une tentative de renverser l'Iran, mais cela fait partie d'un effort pour la suprématie mondiale, n'en doutez pas. Cela s'inscrit dans une guerre mondiale que les États-Unis mènent. La guerre est au Venezuela, la guerre va atteindre Cuba, ou s'y trouve déjà. Hier, le président a déclaré que les États-Unis effectueraient une prise de contrôle amicale de Cuba. La guerre est au Moyen-Orient. L'Europe est déjà une région vassale des États-Unis. Ainsi, les États-Unis tentent, même dans un monde en réalité multipolaire, de maintenir leur hégémonie mondiale. Bien sûr, lorsqu'on agit avec une telle violence, une telle imprudence, de tels mensonges et de telles illusions, les conséquences pourraient être totalement catastrophiques. Nous vivons les premières heures d'un événement qui déclenchera des réactions en chaîne à travers le monde. Je ne crois pas que cela se passera bien. Je pense qu'il s'agit d'une activité extraordinairement dangereuse. D'ailleurs, les États-Unis sont un régime non constitutionnel, dirigé par une petite bande, Trump et son entourage. Il n'y a aucune autorisation du Congrès, aucune base légale pour tout cela. Israël lui-même est au bord de la guerre civile. Les États arabes sont impopulaires, disons-le ainsi. Les gouvernements européens sont tous impopulaires, avec des dirigeants ne bénéficiant que de 10 à 20% d'opinions favorables. C'est donc une guerre marquée par une immense instabilité politique parmi les nations belligérantes. Les choses peuvent se fissurer n'importe où. Ce que je veux dire, c'est que cela n'a rien à voir avec les raisons invoquées, qu'il y aurait une menace imminente de l'Iran. C'est exactement le contraire. Comme l'a répété à plusieurs reprises le médiateur omanais, même après le déclenchement de la guerre, les négociations se poursuivaient, progressaient et avançaient de manière ordonnée. Je parle fréquemment avec les Iraniens. Ils n'étaient pas seulement prêts à négocier, ils avaient déjà négocié, il y a 10 ans, tous ces arrangements. Cela n'a donc rien à voir avec des menaces imminentes, des provocations ou des armes nucléaires, en réalité. Il s'agit simplement d'hégémonie et de changement de régime, l'hégémonie régionale d'Israël et l'hégémonie mondiale des États-Unis. Tous ces commentaires sur l'Iran, menaces, armes nucléaires, aide aux manifestants, liberté. Vous avez probablement vu le discours de guerre de Trump ce matin.
C'est assez extraordinaire, car il en dit long sur ce dont Marco Rubio a parlé récemment, la nécessité de restaurer la domination de l'Occident. Et je pense que vous avez tout à fait raison. Il y a beaucoup d'incertitudes et d'insécurité en ce moment, avec ce sentiment de déclin relatif. Ce que je dirais simplement, si je peux ajouter quelque chose, il y a un vieux film que beaucoup de gens ont sûrement vu, Le Magicien d'Oz, un film célèbre, où à la fin, le grand magicien est démasqué quand le petit chien tire le rideau et révèle qu'il ne s'agit que d'un vieil homme parlant dans un mégaphone. Ce qui est étrange avec la propagande américaine de nos jours, c'est que le rideau a été tiré depuis longtemps. En fait, le mois dernier, notre secrétaire au Trésor, qui est plutôt du genre brutal, a expliqué que l'objectif de la politique américaine l'an dernier était d'écraser l'économie iranienne et de pousser les gens à descendre dans la rue. Il l'a expliqué étape par étape. Il a dit qu'en mars dernier, Trump avait donné l'ordre d'exercer une pression maximale. L'idée était de faire chuter la monnaie. Il a ajouté qu'en décembre, cela avait fonctionné. Les banques ont fait faillite. Il y a eu une pénurie de dollars, la monnaie s'est effondrée, les gens souffraient. Ils sont descendus dans la rue et il a dit que les choses allaient dans une très bonne direction. Alors le rideau a été tiré. Ce n'est pas une protestation contre un régime, c'est une opération américaine de changement de régime. La propagande est tellement effrontée, ils se moquent d'être crus ou non en réalité. Tout ce qui les intéresse, c'est d'avoir un récit. Et c'est la situation dans laquelle nous nous trouvons actuellement. Il n'y avait aucune menace. Il y a eu une tentative de mettre le régime à genoux sur le plan économique. Les négociations étaient factices, car aussi bien l'an dernier que cette année, lorsque les négociations progressaient, les États-Unis ont attaqué. C'est une agression préméditée sans aucune justification du type de celle que le gouvernement américain avançait. Cela n'a même pas le vernis moral d'une opération secrète de changement de régime. La plupart du temps, les États-Unis agissent avec violence, de manière répugnante, tout en prétendant que ce n'est pas eux qui le font. Ainsi, la plupart des opérations américaines de changement de régime sont secrètes. Ici, ils s'en moquent. Cette audace peut venir de la mégalomanie de Trump et de son instabilité psychologique personnelle. Cela peut aussi traduire le besoin des États-Unis de réaffirmer leur domination. Mais ce n'est pas caché. Et chaque explication donnée est un mensonge transparent. L'explication est claire. Israël est censé diriger le Moyen-Orient, le dominer, devenir le grand Israël. Notre propre ambassadeur au Moyen-Orient, Mike Huckabee, qui représente les sionistes chrétiens aux États-Unis, environ 20% des Américains qui sont des protestants évangéliques fondamentalistes, a déclaré « Tout cela appartient à Israël ». Dieu le leur a donné. C'est donc une autre partie de l'histoire. A-t-il été réprimandé pour avoir dit cela? Non. Je suis sûr qu'il y a eu des applaudissements à la Maison-Blanche pour cette déclaration. Aucune réprimande. Absolument aucune. Le monde arabe est très attristé par tout cela. Le monde arabe est essentiellement sous domination impériale depuis 1517, depuis les conquêtes ottomanes des terres arabes. Les Arabes ont donc été sous domination ottomane pendant des siècles, puis sous domination britannique. Aujourd'hui, ils sont sous domination américaine et israélienne. Ils sont pratiquement soumis, ils n'osent pas parler, ils ont des bases militaires américaines sur l'ensemble de leur territoire, ce sont en somme des terres occupées. Et ils se contentent d'accepter cela. Tout cela est très dangereux et très triste. Mais qu'est-ce qu'il considère comme possible? Pourquoi alors ces répercussions? Parce que, eh bien, vous avez mentionné Huckabee. Il peut affirmer ouvertement qu'Israël peut prendre la moitié du Moyen-Orient s'il le souhaite. Et c'est acceptable.
Je veux dire, c'est un pays qui est essentiellement le garant de la sécurité de tous ces États, lesquels sont maintenant menacés par cette même puissance. Et maintenant, nous voyons des alliés des États-Unis dans toute la région être attaqués. Ce n'est pas idéal pour la crédibilité américaine. L'idée qu'elle est toute puissante. Si l'Amérique échoue dans cette entreprise visant à détruire l'Iran ou à provoquer un changement de régime, cela pourrait avoir le même effet. Quelles en seraient les conséquences? Parce que ces efforts pour restaurer la domination américaine, il semble que les États-Unis aient tout misé dessus. Que se passe-t-il si cela échoue? Il y a beaucoup de choses qui peuvent mal tourner ici. Cela échouera d'une manière ou d'une autre, car 4% de la population mondiale ne peuvent pas diriger le monde. Le postulat est le même que celui de l'Empire britannique à la fin du 19e siècle. J'ai récemment lu un discours de Joseph Chamberlain, qui dirigeait le Colonial Office en 1887, affirmant que la Grande-Bretagne dominerait le monde aussi loin que l'œil puisse voir. Et bien sûr, 50 ans plus tard, il n'y avait plus d'Empire britannique. Il en ira de même pour les États-Unis. C'est une fin de partie. Ce n'est pas une véritable affirmation d'hégémonie mondiale, mais c'est la même arrogance aujourd'hui. Et en général, ces guerres, et celle-ci a de très fortes chances de devenir une guerre mondiale, en pratique, que Dieu nous vienne en aide si elle devient nucléaire, car ce serait la fin du monde. Mais selon certains, une guerre mondiale est déjà en cours, car il existe actuellement des conflits interconnectés dans toutes les régions du monde où les États-Unis s'ingèrent. Mais encore une fois, les États-Unis ne peuvent pas diriger le monde. Ils n'ont ni la domination économique, ni technologique, ni militaire pour le faire. Et le reste du monde ne veut pas non plus être dirigé par les États-Unis. Il n'y a aucun moyen pour les États-Unis d'imposer un régime pro-américain stable en Iran. Ce n'est pas possible. Nous ne sommes pas en 1953 lorsque le MI6 et la CIA ont fait cela et instauré un État policier en Iran. Cela n'arrivera pas. La société civile iranienne, qu'elle soutienne ou non le gouvernement actuel, n'y changera rien. C'est un pays de 100 millions d'habitants avec une histoire de 5000 ans, et il ne sera pas dirigé par les États-Unis ou Israël, sans troupes sur le terrain, par un intermédiaire situé à des milliers de kilomètres. Les États-Unis se sont mis dans une sacrée merde aujourd'hui, pour le dire franchement. Et nous ne savons pas ce qui va se passer. Peut-être qu'ils vont tuer beaucoup de gens dans les prochains jours et déclarer un grand succès. D'après les informations, ils ont déjà tué 40 écolières dans un bombardement près de Téhéran. Mais il n'y a aucun moyen que cela permette réellement d'atteindre des objectifs stratégiques à long terme. Les États-Unis eux-mêmes ne sont pas assez stables pour y parvenir. Trump est bien sûr une figure très impopulaire et profondément polarisante. Son taux d'approbation va certainement chuter dans les mois à venir. Parfois, après une attaque, il remonte brièvement, mais je ne pense même pas que ce sera le cas ici, car le public américain était fermement opposé à cela. Nous entrons dans nos propres élections en novembre, que Trump pourrait tenter de subvertir, car il parle ouvertement de fédéraliser ou de nationaliser les élections, ce qui signifierait une fraude massive. Et c'est une situation très instable, un déclencheur, ou plutôt une mèche, qui a été allumée et aura des conséquences de guerre dans de nombreuses régions du monde. Pensez aussi au Pakistan, une puissance nucléaire actuellement en guerre ouverte avec l'Afghanistan. Qu'est-ce que ça signifie? D'où cela vient-il? Quel est le rôle des États-Unis là-dedans? Je soupçonne que le rôle des États-Unis est bien réel, en fait. Donc je pense qu'il y a là beaucoup d'éléments très déstabilisants. Et l'idée qu'il s'agisse d'une guerre de 12 jours et qu'un nouveau régime iranien arrive, aimant Israël et les États-Unis, est une pure fantaisie.
Comment voyez-vous la réaction des alliés de l'Amérique? Car il n'y a pas si longtemps, nous avons vu le Premier ministre du Canada, Trudeau, dire que l'ordre fondé sur des règles avait toujours été en partie une imposture, que nous avons plusieurs ensembles de règles et que nous appliquons celles qui nous arrangent. En somme, il commençait à avoir le courage de tenir tête aux États-Unis. Ce n'est plus vraiment le cas aujourd'hui. Il semble désormais totalement aligné sur cette guerre. Quant à l'Union européenne, eh bien, ils n'ont rien publié sur les réseaux qui puisse même être interprété comme une critique des États-Unis. Pas un seul commentaire critique. Alors comment? Et cela, encore une fois, après que les États-Unis ont également jeté leur dévolu sur le territoire de l'UEMR. Comment comprendre cela? Pourquoi? Est-ce simplement de l'obéissance pure ou bien de la haine envers l'Iran? Où sont les principes? Où sont les règles? Où est le droit international? C'était censé être l'avantage. On nous avait dit, après la guerre froide, que l'hégémonie de l'Occident apporterait des règles internationales, des principes, des valeurs, placés au-dessus de la politique de puissance brutale. Et pourtant, nous en sommes là. N'y a-t-il donc pas un seul commentaire critique? Non, je n'ai pas encore vu de commentaires critiques. Kyriakides expose à nouveau Bruxelles comme presque fasciste, d'ailleurs. L'attaque vise l'Iran, pas les États-Unis pour avoir lancé une agression préméditée. Pas un mot à ce sujet. Carney me choque franchement aujourd'hui. Extrêmement décevant. Bien sûr, je n'ai lu qu'une seule déclaration. Je ne connais pas le contexte complet, mais d'après ce que j'ai lu, au moins Carney a soutenu les États-Unis. L'Australie a soutenu les États-Unis. Maintenant, je pense que ce qui est vrai, c'est que si l'on additionne les populations des États-Unis, du Canada, de la Grande-Bretagne, de l'Union européenne et de l'Australie, on obtient 380, 450, encore 450, 900, peut-être 1 milliard de personnes, le compte du monde des Blancs, si je peux le dire ainsi, le monde occidental, qui se montre tout enthousiaste dans son attaque contre l'Iran aujourd'hui. Ça représente en 12,5% of the world population. Nous entendons cela parce que c'est notre monde occidental. Le monde occidental domine les médias, en particulier les médias anglophones. Mais je ne pense pas que cela soit du tout représentatif de l'opinion mondiale. Il est choquant que l'idée de base des États-Unis soit que l'Europe est une région vassale dont il n'y a pas lieu de se préoccuper. Et von der Leyen et Kallas sont des vassals. Ce sont des porte-paroles inutiles des intérêts américains. Le Canada avait montré un éclat d'indépendance, mais apparemment il l'a perdu à nouveau aujourd'hui. L'Australie, cela ne me surprend pas. Elle fait partie du monde britannique, et cela ne me surprend vraiment pas. Il y a beaucoup de haine anti-musulmane, il y a beaucoup de haine anti-iranienne. Peut-être que cela remonte à Hérodote et aux guerres médiques, mais ce sont des stéréotypes absolument grotesques, et pourtant bien réels. Il y a beaucoup d'ignorance dans l'Internet du monde. Et c'est exactement ce que nous observons en ce moment. Il existe également une très forte emprise sioniste sur ces gouvernements. Ces gouvernements sont subornés par Israël. Ils sont victimes de chantage de la part d'Israël. Ils sont soudoyés par Israël. Ils disposent de systèmes d'armes et d'opérations de renseignement en collaboration avec Israël. Ils utilisent Pegasus et d'autres outils d'espionnage. Il y a donc ici une alliance militaro-industrielle très puissante dans laquelle Israël joue en réalité un rôle de protagoniste et non simplement celui d'un autre membre du club hégémonique américain. Une partie de tout cela est pro-israélienne et cela relève aussi de la politique intérieure. Lorsque Trump a prononcé son discours sur l'état de l'Union, il n'y a eu qu'une seule ovation debout au Congrès. Et c'était lorsqu'il a parlé du caractère malfaisant de l'Iran. Le Congrès des États-Unis est possédé et contrôlé par le lobby sioniste. Ce n'est pas une exagération,
C'est un fait littéral. Chaque membre du Congrès peut vous l'expliquer. S'ils s'écartent de la ligne du lobby, ils subissent des représailles. Ils se retrouvent face à des adversaires lors des primaires. Ils sont vilipendés. S'ils se conforment au lobby pro-israélien, ils reçoivent des avantages, des voyages, des bénéfices, des contributions de campagne et autres récompenses. Et cela est lié à la CIA, au Mossad et au complexe militaro-industriel qui détient un pouvoir omniprésent. C'est lui qui dirige les États-Unis. En réalité, nous n'avons pas un système constitutionnel démocratique. Nous avons un complexe militaro-industriel qui dirige la politique étrangère américaine à travers le monde, et il est profondément intégré à Israël dans ce domaine. C'est donc une autre raison de ce que nous observons en ce moment. Mais le choc, c'est de voir cette attaque effrontée, préméditée, d'une violence et d'une vulgarité extraordinaire contre l'Iran, et l'Europe qui s'empresse de dire « très bien », suivi par le Canada et l'Australie, et sans doute quelques autres. Cela montre le genre de monde dans lequel nous vivons aujourd'hui. Apparemment, il ne reste plus aucun principe. Et Trump veut aussi prouver que nous vivons dans un monde de gangsters, et qu'il veut en être le gangster numéro 1. Alors, à quel point est-ce grave? Je veux dire, vous dites qu'à l'échelle internationale, cela pourrait embraser le monde entier, puisque cela semble toucher chaque recoin du globe. Mais qu'en sera-t-il aussi à l'intérieur des États-Unis? Il existe déjà une division entre le camp MAGA, qui n'aime pas que l'on place Israël avant l'Amérique. Israël d'abord, au lieu de l'Amérique d'abord. J'imagine qu'une guerre ratée et humiliante en Iran renforcerait certainement cette fracture. Même une guerre victorieuse le ferait d'ailleurs. Mais il semblerait très difficile d'encaisser un échec. Sur le plan international, cela pourrait-il dégénérer jusqu'à une troisième guerre mondiale? Il est bien sûr trop tôt pour le dire. La guerre n'a commencé qu'il y a quelques heures. Mais quels sont, selon vous, les scénarios possibles? La théorie veut que l'Iran soit décapité. Les attaques massives soumettront l'Iran en peu de temps et tout redeviendra bientôt calme. Trump proclamera un triomphe, il sera un héros et les choses continueront comme avant. Voilà la vision des États-Unis. C'est possible. On pourrait estimer cette probabilité à 5% ou 10%. Aucune opération de ce genre menée par les États-Unis n'a abouti de cette façon depuis des décennies. C'est la même théorie que celle du renversement d'Assad en 2011. Cela a en réalité duré 15 ans. C'est la même théorie que celle du renversement de Muammar Kadhafi en 2011. Cette guerre civile se poursuit encore aujourd'hui. C'est la même théorie que celle du renversement du gouvernement soudanais, qui a désormais 2 guerres civiles, l'une au Soudan et l'autre au Soudan du Sud. C'est la même théorie que celle de la guerre d'Irak, selon laquelle le choc et effroi mèneraient au calme. Et ce fut le cas, mission accomplie, vous vous souvenez? Et cela a ensuite conduit à des années et des années d'instabilité. C'est la même théorie que celle de l'occupation de l'Afghanistan, qui a duré 20 ans et s'est soldée par un échec. Cette fois, il n'est même pas prévu d'envoyer des troupes sur le terrain. Comment les États-Unis vont-ils diriger l'Iran à distance? Il n'y a pas de réponse à cela. Nous aurons donc le schéma habituel. Des annonces triomphales à très court terme dans les 48 prochaines heures, puis beaucoup de propagande au cours des 2 prochaines semaines, et ensuite, nous verrons les répercussions pendant de très nombreuses années. Je pense que ces répercussions seront inévitablement déstabilisantes. Je ne vois pas comment cela pourrait être stabilisant d'une quelconque manière. Je ne vois pas comment les objectifs pourraient réellement être atteints. J'accorde une probabilité quasi nulle à un résultat stratégique. Une victoire stratégique du point de vue des États-Unis ou d'Israël
signifierait l'installation d'un nouveau Shah en Iran. Nouvel État policier comme celui qui a existé entre 1953 et 1969. Mais je pense que la probabilité d'un tel scénario est nulle. Je vais simplement parler de liberté et de démocratie, étant donné que nous venons d'installer Jolani et ses sbires de l'État islamique en Syrie. Ce n'est pas très bien. Mais je pense qu'il faut être très clair. Il n'y a même pas de semblant de démocratie. Cela n'a rien à voir avec la démocratie. Nous ne l'avons pas aux États-Unis, nous ne l'avons pas en Israël, et nous ne l'avons plus vraiment dans le monde occidental. Nous avons quelques apparences de démocratie, mais nous sommes déjà devenus des États militarisés. Et aux États-Unis, c'est certainement le cas. Notre système de gouvernement est constitutionnel. Il stipule que le Congrès a le pouvoir de déclarer la guerre. Pourtant, nous venons d'avoir une guerre déclarée par une seule personne, au milieu de la nuit, contre l'opinion publique. Nous ne sommes donc pas une démocratie. Nous en avons les apparences, mais c'était aussi le cas de l'Empire romain. Ils avaient encore des sénateurs en toge, mais c'était un empire, pas une république. Et c'est la réalité dans laquelle nous vivons aujourd'hui. D'ailleurs, cet impérium n'est pas stable aux États-Unis. C'est très instable et les divisions internes sont très profondes. Donc encore une fois, l'horizon temporel est crucial ici. Ce qui se passe en quelques jours ou semaines peut être très différent de ce qui se produira sur plusieurs années. Mais Trump a allumé une mèche totalement explosive et elle explosera bientôt en de nombreux endroits à travers le monde. Et la situation ne reviendra pas à la stabilité en un jour ou un mois, quoi qu'il arrive à très court terme. Trump a allumé une mèche qui mènera inévitablement à la fin des États-Unis tels qu'ils sont aujourd'hui, dans leur hégémonie. Et je pense que, probablement, cela entraînera aussi à terme la fin d'Israël tel qu'il est d'ici 1 ou 2 décennies. C'est une explosion qui a été déclenchée aujourd'hui et elle est immense. Elle ne sera pas étouffée par une frappe de décapitation rapide ou une opération de changement de régime. J'étais chez le juge Napolitano hier soir, et il me demandait si je pensais que la guerre aurait lieu. J'ai dit qu'il y avait de solides arguments pour dire que oui, parce que les États-Unis avaient déployé trop de moyens pour simplement faire marche arrière. Il y avait eu trop de démonstrations de force pour simplement changer de cap. Et bien sûr, Israël n'aurait pas permis une paix qui aurait levé la pression sur l'Iran. Mais d'un autre côté, je faisais valoir que l'argument en faveur de la paix tenait au fait qu'il n'y avait pas de voie possible ici. C'était trop insensé. Il n'y avait ni stratégie, ni récit crédible permettant d'imaginer un succès. En somme, cela mettrait inévitablement le monde à feu et à sang. Et c'était mon argument pour expliquer pourquoi, peut-être, cette guerre n'aurait pas lieu. Oui, je suppose que je me suis trompé sur ce point. Elle a bien eu lieu. Mais cela n'a toujours aucun sens. C'est pourquoi j'avais du mal à croire qu'ils iraient réellement jusqu'au bout. Toi et moi, ainsi que les personnes qui raisonnent en termes de logique et de conséquences, dirions que non, cela ne pourrait pas exister. Quand je me suis réveillé ce matin à New York et que j'ai allumé les informations, j'étais stupéfait, surtout compte tenu du moment, puisque le médiateur omanais avait déclaré tard hier soir que de bons progrès étaient réalisés et qu'il se retrouverait à Vienne la semaine prochaine. Je pense que la machine de guerre aux États-Unis et en Israël est extrêmement puissante. C'est une forme de fascisme avec un visage différent, mais elle est très puissante. Et le seul président de mon vivant qui a essayé de l'arrêter était le président Kennedy en 1963, et la CIA l'a tué après cela. C'est aussi un message adressé au président qui perdure depuis. C'est une machine de guerre. Vous n'êtes qu'un occupant temporaire du pouvoir, et vous feriez mieux de faire attention. Well, Jeffrey Sachs, thank you
Eh bien, Jeffrey Sachs, merci, comme toujours, d'avoir pris le temps. J'espère vraiment que Trump verra cela comme un échec massif et qu'il se contentera d'affirmer qu'il a reçu un appel de l'Iran, qu'ils sont prêts à entamer de nouvelles négociations sérieuses, un peu de baratin, comme il sait bien le faire, et qu'il mettra rapidement un terme à tout cela. Yes, and Glenn, even more than Trump, who I give no, Et Glenn, encore plus que Trump, en qui je n'ai aucun espoir, si le reste du monde élevait la voix sur le principe fondamental que la guerre peut tout anéantir, et que la raison pour laquelle nous avons les Nations Unies et l'article 2, paragraphe 4, qui stipule qu'il est illégal de menacer d'utiliser la force ou d'utiliser la force contre un État membre de l'ONU, si l'on respectait ce principe, établi en 1945 pour empêcher ce qui vient de se produire et pour y mettre fin lorsqu'il se produit, c'est là notre espoir. L'espoir, ce n'est pas Trump. L'espoir, ce n'est pas Netanyahou. L'espoir ne vient pas de l'intérieur des États-Unis. L'espoir, c'est que la majeure partie du monde, peut-être pas les États vassaux des États-Unis, mais la majeure partie du monde, disent que cela est totalement scandaleux, dangereux et illégal. Je sais que ça peut sembler un espoir vain, mais c'est la seule voie possible aujourd'hui pour mettre un terme à tout cela. Eh bien, ne t'attends pas à entendre le moindre mot de la part des Européens, en tout cas. Je sais. On atteint de nouveaux sommets de lâcheté et d'absence de principe, jour après jour. En effet, merci beaucoup d'avoir pris le temps et espérons que cela ne devienne pas incontrôlable. Merci. Mauvais remerciement.